La vente n'a jamais autant changé que ces dernières années. Vente à distance, spécialisation des équipes, nouvelles organisations, nouveaux outils, nouveaux KPI, tout bouge. Dans le podcast de la vente réinventée, nous adressons ces problématiques en profondeur 2 fois par semaine avec les acteurs de ces transformations, Head of Sales, Sales Ops et Sales Enablement des sociétés les plus innovantes dans le domaine. Bonjour à tous, je suis Gabriel Dabischwebel, fondateur de SalesDeck.io et de l'agence marketing 1 minute 30 et hôte de ce show. Tout de suite l'interview, mais juste avant un petit mot pour vous faire découvrir SalesDeck.io, la nouvelle plateforme SaaS pour rendre vos rendez-vous commerciaux plus engageants et mieux préparés. Avec SalesDeck.io, vendez plus et plus vite en visio. Bonjour à tous, je suis content d'être avec vous aujourd'hui sur un nouvel épisode du podcast de la vente réinventée. Salut Émeric, tu es Sales Director Europe du Sud chez Akeneo. Dis-nous-en un peu plus sur Akeneo et quand tu es arrivé dans l'entreprise. Salut Gabriel, ravi de te rencontrer. Merci aussi pour cette invitation. Donc effectivement, moi je suis Émeric Coda, je suis Sales Director Europe du Sud. Donc Europe du Sud chez Akeneo, c'est France, Italie, Espagne, Portugal. Juste pour rappeler rapidement, Akeneo, c'est une société plutôt qui propose aux marques et aux distributeurs des solutions qui vont permettre d'améliorer l'expérience produit. Quand on parle d'expérience produit, c'est-à-dire qu'on permet à nos clients de centraliser, de préparer, d'enrichir, de diffuser tout leur catalogue produit à destination de tous les points de vente, que ce soit en ligne, donc sur un site e-commerce, que ce soit dans les points de vente physiques, les magasins, les entrepôts, que ce soit sur catalogue papier, sur application mobile, sur les marketplaces. Donc ça, c'est vraiment le boulot d'Akeneo, justement, de proposer cette interface, ces solutions-là qui permettent de faciliter la gestion des catalogues. Et c'est une entreprise en très forte croissance. J'ai vu que vous veniez de lever beaucoup d'argent. Oui, l'actualité est plutôt belle en ce qui nous concerne actuellement. Pour ceux qui n'ont pas vu la nouvelle passée, on a levé 135 millions de dollars. Donc l'annonce a été faite la semaine dernière auprès de nos partenaires historiques en plus. C'est une série D, donc c'est la 4e. Et elle permet en fait de conforter notre position de leader mondial sur ce marché, le nouveau marché qui est le PIM. Pour un peu de contexte aussi sur l'histoire, Akeneo, c'est une société qui a été créée en 2013 à Nantes, sur un secteur d'activité qui était assez méconnu à l'époque. Il y avait peu de maturité sur le rôle du contenu de l'information produit, sur le rôle de ce contenu justement sur l'efficacité commerciale. Et puis depuis, avec un certain nombre de confrères, de concurrents, on a créé la catégorie qu'on appelle le PIM, Product Information Management, dont nous sommes aujourd'hui leaders, et c'est ce qui a été reconnu notamment avec cette belle levée de fonds de la semaine dernière. Super Viltech, Nantes, la semaine dernière, j'étais avec eAdvise sur un podcast, comme quoi vous avez quand même des super startups. Toi, tu es arrivé à quel moment chez Akeneo ? Donc moi, j'ai rejoint Akeneo en 2017, en mars 2017, donc ça fait tout juste 5 ans, en tant qu'ingénieur commercial dans une petite équipe qui était présente. Avec une expérience qui était celle que j'avais. J'ai travaillé par le passé, moi je suis ingénieur de base, donc j'ai travaillé en tant que ce qu'on appelle PMO, chef de projet, directeur de projet chez des intégrateurs. Je suis passé de l'autre côté de la barrière en tant que sales chez des intégrateurs, puis chez un éditeur intégrateur de solutions de CRM, avant d'arriver chez Akeneo. Donc avec un background intéressant, un peu touche à tout, capacité à comprendre le produit en détail, capacité à apporter du conseil et bien sûr la capacité à vendre la solution. Ça correspondait vraiment à l'état d'esprit dans lequel était Akeneo. Ce côté touche à tout très polyvalent a fait qu'on a pu signer les premiers dossiers, ramener les premiers beaux clients grâce à cette polyvalence, cette ouverture d'esprit et la capacité à parler vente, à parler produit, à parler business, à tous les interlocuteurs assez rapidement. Tu me disais que c'était assez artisanal à l'époque par rapport à ce que c'est aujourd'hui ? Ce que je dis assez régulièrement, c'est qu'aujourd'hui, en 2022, je ne recruterai peut-être pas la personne que j'étais en 2017. D'accord, ça veut dire quoi ? Je ne pense pas que j'étais vraiment mauvais en 2017, mais c'est juste que le niveau d'exigence qu'on peut avoir concernant les techniques de vente, le respect du process, la finesse de l'analyse qu'on doit avoir, ce niveau d'exigence est extrêmement élevé aujourd'hui. Il était peut-être un peu moins il y a 5 ans. Je vais refaire un petit peu le schéma. Aujourd'hui, on parle d'une boîte de 300 personnes qui est complètement globale, internationale. Il y a 5 ans, nous étions une soixantaine avec une très forte emprise en France et beaucoup moins à l'international. On était sur un marché en création
et sur une société qui est très fortement portée par le produit. Et donc, la plupart de la vente se faisait beaucoup par la qualité du produit, la capacité justement à démontrer les différentes fonctionnalités et le fait que ça puisse concorder aux pains et aux difficultés qu'on aura pu détecter chez nos interlocuteurs. Et on a pu signer pas mal de clients de cette manière-là. Et pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, la polyvalence dont on faisait preuve à cette époque-là était nécessaire. Être capable à la fois de parler à un sales, de parler à un DSI, de pouvoir faire quasiment soi-même sa démonstration, c'était des points qui étaient extrêmement importants. Depuis, on s'est professionnalisé. Et quand on se professionnalise, ça veut dire qu'on va chercher des deals plus gros. On va chercher des entreprises plus consistantes. On va chercher à parler à des interlocuteurs de plus en plus haut dans l'organisation. En 2017, je dirais que la vente était plus artisanale, c'est-à-dire qu'on allait s'adresser peut-être à des départements, à des responsables de service, là où aujourd'hui, on se positionne clairement comme une solution entreprise qui va impacter finalement toute la manière dont nos clients font du business. Et ça, il faut réussir à le démontrer. Il faut réussir finalement à comprendre quelle est la trajectoire que notre client veut faire quand on parle de développement commercial, quand on parle de développement sur l'e-commerce, quand on parle de questions de replatforming. Ça veut dire qu'il faut réussir à se positionner, nous, en tant que brique technologique, dans la feuille de route de nos clients. Et bien évidemment, une fois qu'on a justement réussi à démontrer la valeur de notre technologie dans cette feuille de route de nos clients, on va pouvoir rentrer un peu plus dans le détail avec des use cases justement extrêmement précis, une démonstration extrêmement précise, la plus contextualisée possible, mais qui permet de conforter la promesse de valeur que j'aurais pu faire auparavant. Et cette montée en puissance, en fait, vous l'avez faite en parallèle avec le marketing, j'imagine? Oui, on a robustifié l'ensemble des équipes. On a, alors, d'une part, sur la génération pipeline, on s'est professionnalisé. Au lieu de prendre nous-mêmes nos téléphones et d'appeler de manière, je ne vais pas dire anarchique, mais quasiment un certain nombre d'entreprises, on a professionnalisé les choses avec des équipes de BDR qui vont travailler un certain nombre de leads, les nurturer et faire en sorte de déclencher des rendez-vous puis des projets. On a renforcé aussi les équipes marketing à la fois sur la France, nous sommes ce qu'on appelle les field marketeurs, mais également avec une équipe extrêmement consistante qui est pour la plupart basée aux États-Unis, qui a pour rôle d'imprimer le message Akeneo dans la tête de l'ensemble des décideurs du digital, puisqu'on travaille beaucoup sur le monde du digital au niveau mondial quasiment. Et ça, une fois de plus, ça nous a permis de changer de catégorie en tant que positionnement. Le niveau s'élève, et si jamais le niveau s'élève, eh bien, il faut aussi que le niveau des sales progresse, et c'est ce à quoi je m'attache aujourd'hui avec les équipes que j'ai. Alors, quand tu disais tout à l'heure que tu ne t'embaucherais pas aujourd'hui, quels sont les éléments de ta façon de vendre, de qui tu étais, que tu n'embaucherais plus aujourd'hui? Parce que j'imagine aussi que tes embauchés d'aujourd'hui, tu les accompagnes, tu les formes. Qu'est-ce qui fait que ce que tu étais il y a 5 ans ne correspondrait pas à ce que tu cherches aujourd'hui? C'est une question sur laquelle on pourrait passer beaucoup de temps. J'ai essayé d'être assez concis. Aujourd'hui, la vente, je ne suis pas le premier à le dire, c'est un mélange d'art, bien sûr, et de process, d'un véritable savoir-faire. Et notamment quand on parle d'un éditeur de logiciels, le process est encore plus fondamental dans la façon de conduire une vente. Ça, c'est des éléments que je n'avais pas. On ne va pas se mentir. Je pense que j'avais la créativité nécessaire en 2017 et une partie de cet art qui font que j'étais un bon vendeur. Ceci dit, le process tel que nous le mettons en place aujourd'hui n'était pas mon point fort et correspond à ce qu'on recherche en particulier chez des ressources qu'on pourrait embaucher. Et chez les ressources que vous embauchez aujourd'hui, vous cherchez donc des gens qui sont déjà familiers des process ou qui sont, on va dire, plus malléables pour assimiler les process que tu pouvais l'être? Le fait de maîtriser les process qu'on utilise, qu'on rencontre régulièrement dans ces processus de vente chez les éditeurs, c'est un point qui est assez important. Parce qu'on a un rythme particulier, avec des closings trimestriels, parce qu'on a une relation singulière qu'on doit avoir avec les équipes de BDR, avec les équipes channel, donc les équipes qui gèrent les partenariats avec les agences qui intègrent notre solution. Même chose avec nos partenaires technologiques. Donc on parle vraiment de vente complexe, où le meilleur vendeur ne réussira jamais seul, il réussira lorsqu'il saura gérer les bonnes interactions avec l'ensemble de l'écosystème interne et externe,
avec lequel il doit travailler. Ça passe par du process, ça passe par de l'art, mais ça passe aussi par de l'expérience. C'est une expérience que je n'avais pas à l'époque, que j'ai réussi à construire sur ces 5 ans, parce que, en quelque sorte, on a pu me donner la chance d'accompagner la croissance de la société. Mais aujourd'hui, si on se place au stade où nous sommes, on attend, je dirais, une courbe d'apprentissage qui soit beaucoup, beaucoup plus courte chez les personnes qui travaillent avec nous. Et de fait, comment tu as réussi à apprendre? Tu t'es formé sur le tas, tu as été aidé, tu as été accompagné, tu étais ingénieur de vente, tu es devenu sales director. Comment cette transition s'est faite? Alors, c'est beaucoup de choses. Il faut se rendre compte déjà de ses propres limites. Et pour se rendre compte de ses propres limites, là, il faut lire. Alors, je suis pas un fan des livres sur les techniques de vente ou autres. J'ai plutôt cultivé sur Internet, sur LinkedIn. Il y a énormément de ressources qui permettent de voir ce que font d'autres sociétés qui sont peut-être plus avancées dans leur croissance, qui sont plus anciennes et qui ont connu ce passage de start-up à scale-up un peu plus tôt. Et on a aussi une vraie chance, c'est de faire partie d'un écosystème du monde digital, notamment dans le domaine du e-commerce, extrêmement mature, qui nous apprécie énormément, avec lesquels on échange quasiment tous les jours. Et quand on discute avec nos homologues qui travaillent chez les grands noms de l'e-commerce, je pense à Adobe, je pense à Salesforce, je pense à des sociétés de ce type-là, on se rend compte justement de leurs techniques de vente et comment on va pouvoir nous les intégrer dans notre manière de faire. Après, il y a aussi une autre chose, c'est qu'entre-temps, on a grandi, donc on a eu l'occasion d'embaucher des personnes à assez haut niveau, VP ou C-level, qui ont eu l'occasion de vivre ce genre de transition par le passé et qui sont venus avec tout leur savoir-faire, toute leur méthodologie et leur capacité à accompagner le changement. Et après, il suffit d'être travailleur, ouvert, pour pouvoir réussir cette transition-là. Et je pense qu'aujourd'hui, une chose se passe bien. C'est super. Donc, ce que tu me dis, c'est que c'est beaucoup par mimétisme avec les grosses boîtes américaines et aussi à travers les embauches, un cran au-dessus, donc au niveau VP, quoi. Absolument. Absolument. Et en termes d'organisation, j'imagine que les équipes ont énormément grossi. Tu disais que l'entreprise est passée de 60 à 300. Du côté des sales, la progression s'est faite comment? Alors, je n'ai plus les chiffres en tête sur l'ensemble de la société, mais si je prends par exemple la région sur laquelle je travaille, en 2017, nous étions probablement 3 et aujourd'hui, on est quasiment une dizaine. D'accord. Donc, on a entre doublé et triplé le nombre de sales, je parle d'ingénieurs commerciaux, sans compter qu'en parallèle de ça, on a des équipes BDR qui ont grossi, on a les avant-ventes qui ont une équipe qui a bien grossi également. Même chose côté Channel, c'est-à-dire la gestion des partenariats en France, en Italie, en Espagne, qui ont vu leur équipe grossir. Donc, voilà. Ça s'est fait, oui, tout à fait. Et est-ce qu'il y a eu mise en place, tu parlais pas mal de process, mise en place de postes de type Sales Ops, Sales Enablement? On est en plein dedans. Alors, c'est pas sous ma responsabilité directement, c'est en charge. Alors, on a un VP Ops et VP Sales qui travaillent sur ces sujets-là. Depuis à peu près 2 ans, on a mis en place le premier rôle de Sales Ops, de Marketing Ops, de Lead Ops à tous les niveaux pour pouvoir justement analyser la performance commerciale de l'ensemble des équipes, faire des recommandations, nous accompagner également dans l'utilisation des différents outils et faire en sorte que nous puissions être le plus efficaces dans notre manière de vente auprès de l'ensemble des produits. Et pour toi qui était donc là depuis qui était là depuis 3 ans quand les ops sont arrivés, comment tu as vécu cette arrivée-là, cette mise en place de process? Est-ce que ça a été facile à intégrer pour toi, pour tes équipes? Est-ce qu'il y a eu de la résistance? Concrètement, quand on prend un petit peu de recul sur le travail qu'on a fait depuis 2-3 ans, enfin que j'avais fait depuis 2-3 ans, donc je reviens à 2019-2020, on a bien évidemment de très très belles histoires, mais on se rend compte qu'il y a aussi un certain nombre de sujets sur lesquels on a travaillé, dépensé énormément d'énergie, et finalement qui ne sont pas arrivés à bout. Ou pire, on les a perdus alors qu'on n'a pas vu la concurrence arriver, peut-être parce que, quelque part, le travail de sales n'a pas forcément été fait de la manière la plus optimale possible. L'avantage des offres et l'avantage du process, c'est que ça nous permet de prendre ceinture et bretelles et d'être le plus paranoïaque possible sur l'ensemble des opportunités qu'on est en train de travailler. Et du coup, je le vois comme une aide. Ça fait toujours plaisir de savoir que sur les dossiers que nous travaillons, on peut avoir un regard extérieur ou alors un accompagnement, entre guillemets,
processé qui nous permet de s'assurer qu'on se pose les bonnes questions. Alors, en se posant les bonnes questions, finalement, on sait si le deal est gagnable ou pas, ou en tout cas, on sait ce qu'il va falloir faire pour gagner ce deal-là. Et ça a été un vrai changement. Ça a été un vrai changement, finalement, pour améliorer la qualification qu'on fait, améliorer ce qu'on appelle le stakeholder mapping, donc la définition des différentes parties prenantes sur les opportunités, savoir comment on allait adresser chaque partie prenante avec un discours spécifique, identifier les promoteurs, les champions et les détracteurs, comment neutraliser les détracteurs. Donc, toute cette méthodologie qui permet derrière d'avoir une lecture extrêmement fine de l'opportunité et de pouvoir donner un pourcentage de chance de gagner une opportunité qui ne soit pas uniquement au doigt mouillé, me permet de gagner en efficacité, choisir les bons combats. Même chose avec les équipes. Et en réalité, on augmente notre taux de transformation grâce à cela. C'est indéniable. Et ça s'est fait facilement. Vous avez tous été moteurs là-dedans. Moi, j'ai quelques échos de celles qui disent que certaines équipes qui ont eu des habitudes et qui ont pris des habitudes pouvaient avoir du mal à changer ces habitudes. Alors, ce que je dis assez régulièrement aux nouveaux embauchés à Akeneo, c'est je te raconte plein de choses aujourd'hui, mais demain, ce sera complètement obsolète, ce sera complètement faux. Donc, garde ça en tête, qu'on est dans un TGV qui va très vite et qui continue d'accélérer. Partons de ce principe-là, la capacité à s'adapter aux changements, elle doit être innée, on doit l'avoir dans le sang en fait pour pouvoir réussir. Et c'est pas uniquement chez Akeneo, hein, c'est sur l'ensemble des scale-up. Vu l'exigence qu'on a, le rythme qu'on prend, parfois le changement de direction qui peuvent être assez importants, on se doit d'être extrêmement flexible et parfois de placer la réussite du groupe ou la réussite de la société avant sa réussite personnelle. C'est-à-dire, voilà, peut-être que c'est plus contraignant, peut-être que ça me demande de faire un travail supplémentaire. En réalité, je peux avoir l'humilité de me dire qu'il y a des personnes ou des groupes de personnes qui ont pensé à ça ou qui ont déjà l'expérience de ce genre de situation et qui sont probablement mieux placés que moi pour savoir quelle est la bonne direction à prendre pour la réussite de la société. Donc, mais ça, c'est une réalité. Une des clés de la réussite, c'est de savoir être humble, c'est de savoir écouter, c'est de savoir prendre ce qui est bon à prendre, c'est de savoir dire non aussi, mais toujours avec humilité et être dans cette posture d'apprentissage en permanence. Absolument. Ouais, dis-moi. Non, c'est ce qui fait la beauté de nos métiers. Quand on a déjà 10, 15, 20 ans d'expérience, l'idée, c'est pas de reproduire ce qu'on a déjà fait auparavant. En tout cas, on va pas dans une scale-up pour cela. Ça fait partie du défi quotidien qu'on a. On vise les étoiles, ça demande un certain nombre d'efforts. Et en tout cas, c'est un plaisir quotidien de pouvoir travailler en ce sens. Merci beaucoup, Aymeric. Je te propose d'arrêter là. On se retrouve 2 fois par semaine pour un nouvel épisode. Abonnez-vous sur votre plateforme de podcast préférée pour ne rater aucun épisode. Merci aussi à notre sponsor salesdeck.io, la solution SaaS pour vendre plus et plus vite en visio avec des rendez-vous plus engageants et mieux préparés. Découvrez la solution et réservez tout de suite une démo sur salesdeck.io. Merci à tous. Salut. Merci.